Salut, c'est JS. Que vous m'écoutiez sur le podcast Parlons Pédas ou sur YouTube, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fugue. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode d'une série sur la douzaine des gueux, les 12 comportements qui font obstacle à une communication claire et sincère, et notamment dans la relation éducative. Dans l'épisode précédent, on avait parlé un peu de cette liste et des deux premiers comportements, la critique et l'insulte. Aujourd'hui, accrochez-vous à votre slip, c'est un gros épisode. On continue avec deux nouveaux comportements qui relèvent du jugement et trois autres comportements qui consistent à se concentrer sur la solution au problème plutôt que sur l'autre. Dans la série des comportements de jugement qui sont des obstacles à la communication, en voici un qui va peut-être vous surprendre. C'est analyser. Et ouais, là ça commence à devenir un peu plus subtil. Interpréter, diagnostiquer, analyser, ce sont des comportements qui sont considérés comme plutôt positifs. Ça montre qu'on s'intéresse à la situation et qu'on essaie d'y réfléchir. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait considérer que ce sont des obstacles à la communication ? Eh bien pour plusieurs raisons. En fait, quand on cherche à analyser et à diagnostiquer, on n'est déjà plus vraiment en train de se concentrer sur ce que vit la personne et sur ce qu'elle a besoin d'exprimer. À peine elle aura expliqué sa situation qu'on va lui dire que ce qui se passe, c'est sûrement lié à un traumatisme, ou que si elle ressent ça, c'est parce qu'il s'est passé telle chose et qu'elle est hypersensible, que vu les circonstances, c'est normal de ressentir ça, qu'il est arrivé la même chose à votre cousin et que ça venait de ceci ou cela. Mais en fait, toutes ces paroles, ce sont des jugements. Alors c'est des jugements sympas, entre guillemets, des jugements qu'on croit aidants, mais c'est des jugements quand même. Et lorsqu'on juge, on n'arrive plus à écouter et à rester ouvert et disponible. Une personne qui traverse une émotion forte, si on est assez présomptueux pour penser qu'on peut vraiment analyser et comprendre ce qu'elle traverse et pourquoi elle le traverse, la première étape, ce serait déjà de l'écouter, mais de vraiment l'écouter, et pas de se lancer dans des théories tout de suite, quoi. En plus, imaginons qu'on se trompe, que notre analyse soit éclatée au sol et qu'on n'a rien compris à ce qui se passe vraiment, ce qui est probablement le cas. Du coup, non seulement l'autre personne ne va pas vraiment se sentir écoutée parce qu'on sera déjà en train de donner notre avis sur pourquoi elle ressent ça, mais en plus on va peut-être l'induire en erreur et l'empêcher d'autant plus de traverser ce qu'elle a à traverser avec nos analyses qui vont peut-être l'apaiser sur le moment, mais qui vont pas l'aider à prendre conscience de ses besoins. Faut bien comprendre un truc sur les émotions et la communication, c'est que quand quelqu'un pleure, est en colère ou est terrifié, si vous voulez vraiment l'aider et l'accompagner, le but c'est pas de l'apaiser ou de stopper les émotions désagréables. Les émotions, c'est des signaux que nous envoie notre corps, et trouver des moyens de les apaiser sans s'être penché sur leur cause, sur les besoins insatisfaits qu'elles nous indiquent, ça porte un nom. Ça s'appelle le refoulement. Et donc moi, ce que je vois souvent dans un contexte éducatif, c'est des adultes qui cherchent à consoler ou à rassurer les enfants à tout prix, souvent parce que nous-mêmes on est mal à l'aise avec les émotions des autres, ou alors parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Et ce qu'on est en train de lui apprendre à cet enfant, c'est que quand on a des émotions désagréables, la solution c'est de vite trouver un truc pour ne plus les avoir, comme une distraction, et vite retourner faire autre chose. Et ce truc-là, ça revient à apprendre aux enfants à refouler leurs émotions désagréables. Moi je trouve que ça les aide pas vraiment à grandir, ça les aide pas vraiment à accepter et à comprendre les émotions qui les traversent et les besoins qu'elles leur montrent. Alors il y en a peut-être parmi vous qui me diront que non, en fait ça leur apprend aussi à réguler leurs émotions, et que c'est important de pas tout le temps faire toute une histoire dès qu'un enfant a un problème. C'est un truc que j'entends très souvent. D'abord il y a une confusion entre refouler les émotions et réguler les comportements qui correspondent à ces émotions. Et c'est pas du tout la même chose. On peut aider un enfant à traverser un moment de colère en étant à son écoute, tout en étant là pour lui dire que son comportement n'est pas adéquat, et que mettre un coup de boule à la petite Ludivine n'est pas une façon appropriée d'exprimer sa colère. Sauf que ce qui se passe souvent, c'est que cet enfant, il avait déjà donné des signes qu'il avait besoin d'être écouté, que ces signes n'ont pas été entendus par les adultes, et que ça finit en coup de boule alors qu'on aurait pu agir avant en écoutant et en prenant en compte la colère de cet enfant dans notre fonctionnement et dans nos postures. Je ferme cette parenthèse, mais c'est vraiment un truc super important. Si vous voulez un épisode ou une série sur le rapport aux émotions en éducation, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc, quatrième et dernier comportement de jugement, c'est approuver. Bon alors là, c'est sûr qu'il y en a parmi vous qui vont avoir du mal à suivre. Comment est-ce que approuver quelqu'un, le flatter ou l'évaluer positivement, ça peut être un obstacle à la communication ? En fait, c'est un peu la même histoire. Qu'un jugement soit négatif ou positif, cela reste un jugement. Et quand on est en train d'exprimer un jugement, on n'est pas en train d'écouter, d'aider l'autre à s'exprimer ou d'exprimer ce qu'on ressent vraiment.
Qui n'a jamais essayé de consoler quelqu'un qui n'était pas content de lui en lui disant à quel point il était formidable et que son travail n'était pas si mal que ça? À première vue, c'est un comportement qui semble plutôt gentil et agréable. Mais en fait, gentil et agréable, c'est pas la même chose que empathique et facilitant la communication. Comme on le verra notamment dans les comportements d'évitement, la gentillesse, ça peut aussi être une manière d'empêcher la communication, voire de faire taire l'autre. Et en plus, si on flatte ou qu'on approuve quelqu'un de manière pas très sincère pour le manipuler ou pour mettre fin à l'échange, très souvent la personne en face, elle s'en rend compte. Et il peut y avoir une perte de confiance, il peut y avoir du doute ou du ressentiment. Et puis imaginez que la personne, elle vous croit si vous lui dites qu'elle est vraiment super et qu'elle peut y arriver. Et en fait, maintenant vous avez mis une pression sur elle pour qu'elle ne déçoive pas votre confiance. Alors qu'au départ, elle venait justement vous dire qu'elle avait des doutes. Pour moi, ça ressemble un peu à un cadeau empoisonné. Dans la relation éducative, on parle souvent de valorisation, de dire aux enfants pourquoi ils sont super. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est d'abord qu'on ne choisit pas toujours le bon moment. Et comme je viens de l'expliquer, pour moi, c'est pas l'idéal quand un enfant pleure ou est en colère de lui faire des compliments pour le consoler. Pour moi, valoriser, c'est pas faire des compliments sur la personne. C'est pas dire à l'enfant qu'il est intelligent, qu'il est drôle, qu'il est courageux, etc., etc. Pour moi, on valorise en montrant la valeur de ce qu'apporte un enfant au collectif, et pas en lui faisant des compliments sur sa personne. Quand vous dites à un enfant « moi je t'adore, tu es vraiment un enfant super », en fait vous faites le boulot à sa place. Parce qu'une personne épanouie, c'est une personne qui pense ces choses-là d'elle-même et qui n'a pas besoin que les autres lui disent. Ce qu'on veut, c'est que cet enfant, il se dise lui-même qu'il s'aime et qu'il est une chouette personne. Et quand c'est nous qui lui disons, en fait, on lui apprend que c'est aux autres de le valider parce que lui-même n'est pas capable de le faire. Et donc, alors comment on fait pour aider quelqu'un à penser ça de lui-même, mais sans lui dire? On lui parle de ce qu'il apporte aux autres. On peut lui dire « Tu te rappelles quand t'as fait cette blague hier et que tout le monde a rigolé? C'était marrant, non ?» Ou alors on peut lui dire « Ce matin, j'ai vu que t'avais rangé tous les livres du coin calme. Merci, parce que c'était vraiment le bazar. » Pour moi, c'est ça, valoriser un enfant. C'est lui montrer ce qu'il apporte aux autres, et non pas lui dire directement ce qu'il vaut. Et on ferme cette parenthèse, et voilà pour ces 4 premiers comportements qui constituent la catégorie des jugements. Critiquer, insulter, analyser et approuver. Et maintenant, on attaque une nouvelle catégorie, c'est les comportements centrés sur la solution. C'est un réflexe assez classique dans une situation où il y a des émotions fortes, d'aller tout de suite chercher des solutions, au lieu de prendre le temps d'écouter et de mettre sur la table les vrais problèmes, les émotions sincères. On est beaucoup à être pas super à l'aise avec les émotions, et on peut considérer qu'elles n'ont pas leur place dans certains contextes, au travail par exemple. C'est bien souvent pour cacher notre malaise face aux émotions ou notre peur du conflit qu'on cherche tout de suite les solutions. En éducation, les comportements qui consistent à imposer ou à proposer des solutions font pas mal de dégâts. Au lieu de faire confiance aux enfants et de les laisser grandir ou apprendre à leur rythme et selon leurs besoins, on va parfois faire les choses à leur place et les enfermer dans notre façon de voir les choses. Le premier comportement centré sur la solution, c'est le comportement autoritaire. Donner des ordres ou des instructions, commander, diriger. Face à un problème, à un mal-être ou à l'expression d'émotions, on va essayer d'imposer une solution immédiate. Exemple typique, il y a un enfant qui est en colère, alors du coup il parle fort, il est tout rouge, et on lui dit d'aller se calmer dans un coin et de revenir quand ça ira mieux. C'est une approche qui pose différents problèmes. D'abord parce qu'on va mettre la personne à qui on s'adresse face à un choix qui est binaire et inconfortable. Soit elle devra nous obéir, soit elle devra résister. Mais en fait, quand on est en relation avec quelqu'un, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut avoir en face de soi quelqu'un qui va soit nous obéir en ignorant ses propres besoins, soit qui va se sentir obligé de nous affronter pour se défendre parce qu'on a une attitude dominante ? C'est un dilemme un peu classique en éducation. On a tous rencontré un adulte qui se plaignait d'un enfant en disant qu'il le faisait exprès, qu'il le testait ou qu'il jouait avec les limites. Toutes ces expressions, en fait, c'est une autre manière de dire qu'on est face à un enfant qui a fait le choix de résister face à un comportement dominant. Et peut-être que cet enfant, il ira jusqu'à se mettre en danger pour pouvoir résister. Parce que oui, en fait, devenir autonome et tester sa capacité à faire ses propres choix, c'est un besoin très fort, et parfois plus fort que l'instinct de préservation. Alors est-ce qu'on pourrait pas essayer de se remettre en question en se demandant s'il n'y a pas quelque chose dans notre comportement d'adulte qui suscite ces comportements de résistance ? Qu'est-ce qui se passerait si on décidait de faire confiance et de responsabiliser plutôt que de donner des ordres ? Dans tous les cas, être autoritaire, c'est un comportement qui suscitera tôt ou tard chez l'autre de la peur ou de l'hostilité. Un autre comportement qu'on peut retrouver dans des situations délicates, c'est les menaces.
qu'on peut appeler pudiquement des avertissements, mais en fait c'est la même logique. C'est assez clair de quelle façon c'est un comportement qui peut être un obstacle à la communication. On essaye de manipuler l'autre en lui présentant des conséquences négatives, qu'elles soient réelles ou imaginées. En fait, c'est une forme de chantage. C'est un comportement qui vise la crainte ou la soumission de l'autre, et pas l'égalité ou la sincérité. Quand on menace, on s'enferme soi-même dans un piège, parce que si ça marche, on a obtenu ce qu'on voulait, mais d'une manière qui va renforcer des croyances et des comportements assez négatifs. Et si ça marche pas, et ben là on est bien niqué, parce que soit on bluffait et on perd la confiance de l'autre et donc l'autorité, soit on va jusqu'au bout de la menace, et du coup, la menace qu'on va mettre à exécution, des fois elle sera disproportionnée et injuste, puisque le but à la base c'était de faire peur, et pas forcément de vraiment mettre en place la menace qu'on a fait. Et donc dans un contexte éducatif, surtout si les émotions sont fortes, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens de faire des menaces. Moi je pense qu'il vaut mieux se mettre à l'écoute des enfants et trouver avec eux des manières pour qu'on se sente bien tous ensemble. Un autre comportement qui a un grand classique, c'est faire la morale. Il arrive parfois que quand une personne se sent pas très bien parce qu'elle a du mal à faire un choix, on lui dit qu'elle devrait faire ce qui est normal, ce qui est juste, et qu'on comprend même pas pourquoi elle hésite, quoi. Nos valeurs, notre éthique, notre vision du monde, ce sont des choses qui sont importantes et qu'on a raison de cultiver et de développer. Mais il arrive parfois qu'elles s'opposent entre nous et les autres, et qu'elles nous empêchent d'être à l'écoute et de comprendre les autres. Et c'est pas parce que la solution que vous proposez, elle est alignée avec vos valeurs, votre morale, qu'elle est forcément meilleure, et qu'elle va vraiment aider la personne avec qui vous communiquez. Quand vous écoutez quelqu'un qui vous présente une situation difficile, peut-être que la solution vous paraît évidente. Vos valeurs et votre sens moral font que certaines situations seront très simples à résoudre pour vous. Il suffit de faire ce qui est bien, ce qui est juste. Sauf que pour la personne à qui vous parlez, c'est peut-être pas aussi simple. Et quand vous allez lui indiquer ce qui est bien et ce qui est juste, ce qu'il faut faire dans cette situation, non seulement elle aura pas l'impression d'être écoutée, mais en plus elle va probablement se fermer à vous. Parce que vous la mettez dans une position très inconfortable de devoir questionner vos valeurs et votre morale si elle n'est pas d'accord avec votre solution. Et donc voilà pour ces 3 premiers comportements basés sur la solution. On verra les 2 prochains la prochaine fois et on finira la série avec les comportements d'évitement. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que ça va nous aider à déconstruire un peu ces petites habitudes de communication qui nous empêchent parfois d'être à l'écoute et disponible. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil, vous pouvez consulter les ouvrages de Thomas Gordon ou les diverses ressources disponibles sur ce thème. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires, on se retrouve bientôt pour le dernier épisode de la série. À bas la hiérarchie et à bientôt.